Bonjour, je m'appelle Léna Salgado et je suis médecin endocrinologue à la Cité de la Santé. Je vais vous parler de diverses situations qui peuvent changer les besoins en insuline. On pense souvent que seulement la nourriture va changer les doses d'insuline dont vous avez besoin dans une journée, mais il y a en fait une multitude d'autres facteurs qui peuvent influencer vos doses d'insuline. Les lipodystrophies sont des modifications du tissu graisseux sous la peau qui se forment à force d'injecter de l'insuline au même endroit. Il se forme alors une sorte de cicatrice sous la peau qui peut se présenter soit sous forme d'une boule indurée, les lipohypertrophies, ou sous la forme d'un creux, les lipoatrophies. Dans les deux cas, si on pique de l'insuline dans ces lipodystrophies, l'insuline est moins bien absorbée ou peut être absorbée en retard, ce qui engendre en général des hyperglycémies. On a alors souvent tendance à augmenter graduellement les doses d'insuline. À l'inverse, si on pique par la suite dans la peau saine, où l'insuline est beaucoup mieux absorbée, on peut engendrer des hypoglycémies. Pour éviter la formation des lipodystrophies, il est important d'effectuer une bonne rotation des sites et d'avoir une bonne technique d'injection d'insuline. Pour vous rappeler de faire une rotation des sites d'injection, on peut par exemple utiliser des aiguilles colorées qui vont nous rappeler où aller piquer en alternance. Il est aussi crucial de changer vos aiguilles à chaque fois et d'éviter de les réutiliser. Lorsqu'on réutilise les aiguilles, elles ont tendance à crochir, accrochent davantage la peau et augmentent la formation des lipodystrophies. Pour les utilisateurs de pompes à insuline, les lipodystrophies peuvent aussi se former si vous utilisez vos pods et vos cathéters toujours aux mêmes endroits ou si vous les laissez en place pendant plus de 3 jours. L'activité physique est une autre situation qui fait beaucoup varier les besoins en insuline. On connaît 2 principaux types d'activités physiques, les activités aérobiques et les activités anaérobiques. Les sports aérobiques sont généralement des sports d'endurance et de plus longue durée. On pense entre autres à la marche, au jogging ou au vélo de plaisance. Ce sont des activités qui généralement font baisser graduellement la glycémie tout au long de l'activité. À l'inverse, les sports anaérobiques impliquent des exercices de courte durée, mais beaucoup plus intenses. Le sprint, par exemple. Ces activités font souvent augmenter la glycémie. Certaines activités vont combiner à la fois des exercices aérobiques et anaérobiques. On peut penser aux entraînements par intervalle ou à certains sports d'équipe comme le hockey ou le soccer. Il est important de tester votre glycémie avant, pendant et après une activité sportive, afin de savoir comment vous y réagissez. Vous pourrez alors, avec votre équipe médicale, prévoir l'ajustement des doses d'insuline pour vos activités sportives. Il n'est pas rare qu'on doive diminuer les doses de 30 à 50 % avant une activité sportive afin d'éviter l'hypoglycémie. Les effets sur la glycémie peuvent aussi durer pendant plusieurs heures après l'activité sportive. Après ces activités, les muscles veulent refaire leurs réserves en glycogène et vont puiser dans votre glucose sanguin pour refaire ces réserves. On peut alors avoir des hypoglycémies à retardement. Une situation plus méconnue pouvant avoir de grosses répercussions sur vos besoins en insuline est le cycle menstruel chez la femme. Tout au long du cycle, on voit de grosses fluctuations dans les niveaux de FSH, de LH et d'estradiol qui peuvent faire moduler vos besoins en insuline. Pendant la période d'ovulation et la période des menstruations, plus particulièrement, on peut avoir soit des hypoglycémies ou des hyperglycémies. Pour savoir si c'est votre cas, notez sur un calendrier les moments où vos glycémies sont un peu plus basses et le moment où vos glycémies sont un petit peu plus hautes. Vous pourrez alors comparer ces journées avec votre cycle menstruel. Après quelques mois, on voit souvent un pattern s'installer et vous pourrez alors ajuster vos insulines en fonction du moment du cycle. Certaines substances peuvent aussi modifier vos besoins en insuline. Je pense entre autres à l'alcool et aux diverses drogues. L'alcool fait généralement monter la glycémie en premier lieu parce qu'il contient les glucides et est souvent consommé mélangé avec d'autres sortes de glucides comme les liqueurs ou les jus. Par contre, lorsque le foie commence à dégrader l'alcool, il cesse sa production de sucre et on peut alors voir des hypoglycémies à retardement. Comme la majorité des gens consomment l'alcool en fin de journée, ces hypoglycémies peuvent survenir la nuit. Il est donc recommandé de consommer l'alcool en modération et idéalement avec un repas.
Vous pourrez alors vous donner de l'insuline pour le repas, en évitant d'en donner pour les glucides contenus dans l'alcool. Il se pourrait aussi que vous ayez à modifier vos doses d'insuline après pour éviter les hypoglycémies à retardement. Il sera important aussi de tester votre glycémie régulièrement suite à la consommation d'alcool. Le cannabis est une drogue qui fait augmenter l'appétit, surtout pour les aliments sucrés et les aliments gras. En prenant des aliments riches en glucides en plus grande quantité, le calcul des glucides est plus complexe et les bolus souvent moins précis. Pour ce qui est des aliments gras, ils ont tendance à faire augmenter la glycémie sur une plus longue période de temps, provoquant alors des hyperglycémies. Toutes ces substances, que ce soit l'alcool, le cannabis ou les autres drogues, peuvent aussi avoir des effets sur votre jugement, sur votre mémoire ou votre concentration. Il n'est pas rare que les gens oublient de se donner des doses d'insuline après avoir consommé des substances comme l'alcool ou le cannabis, ou se donnent des doses inappropriées d'insuline. On peut alors voir des hyper- ou des hypoglycémies en résulter. Tout ça, c'est sans oublier le fameux lendemain de veille qui peut provoquer des vomissements, de la déshydratation et jouer énormément sur vos glycémies et vos besoins d'insuline. Les examens médicaux et les chirurgies sont souvent un véritable casse-tête pour la gestion du diabète. Le premier obstacle est le jeûne. On vous demande généralement d'être à jeun pendant 8 à 12 heures avant un examen médical ou une chirurgie élective. Au-delà de quelques heures, ce jeûne peut augmenter votre sensibilité à l'insuline et vos doses habituelles pourraient ne pas convenir. À l'inverse, si cet examen ou cette chirurgie est associée à de l'infection ou à un gros trauma, beaucoup d'adrénaline est relâchée. Cette adrénaline augmente les glycémies. Encore une fois, vos doses d'insuline habituelles pourraient ne pas convenir. En période de jeûne, on recommande généralement de poursuivre l'insuline basale et de donner des doses d'insuline rapide en correction aux 4 heures au besoin. Selon la situation, il se pourrait toutefois que vos doses habituelles d'insuline ne suffisent pas. Il est important de consulter votre équipe médicale afin de savoir quoi faire avant une chirurgie élective ou un examen médical. Surtout pour les doses de correction, il sera important d'avoir soit une échelle d'insuline que vous pourrez alors donner aux 4 heures au besoin ou de connaître votre facteur de correction. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.